Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de mon top 50 de mes jeux de société préférés de tous les temps, en nous concentrant sur la partie allant de la 20e place à la 11e place. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous explique un peu la démarche. Donc en fait je note tous les jeux auxquels je joue, depuis plusieurs années, voire une bonne quinzaine d'années on va dire. Et en fait j'ai joué à l'heure actuelle à 435 jeux. Et il y en a sur cette liste 91 auxquels j'ai joué 50 fois. Et sur... non 30 fois pardon, je confonds avec top 50. Donc 30 fois. Et en fait sur ces 91 jeux j'en ai choisi 50 que j'ai classés en fonction de mes goûts. Voilà, donc c'est mes goûts propres, hein, c'est pas le top 50 de tout le monde, c'est mon top 50 à moi, avec ma sensibilité et ce que j'aime bien. Voilà, mais je vous partage en fait ce que j'aime bien comme jeu, et vous pouvez vous retrouver au niveau de vos goûts à travers certains de ces jeux-là. Donc, nous allons commencer par la 20e place, qui est Puerto Rico. Alors, Puerto Rico, c'est un des presque pères fondateurs des jeux de gestion. On se situe au 15e siècle, on gère une colonie où on va devoir construire des bâtiments, on va acheter, vendre des marchandises, faire venir des colons, enfin tout un tas de choses. Et là où le jeu a marqué son époque et est toujours d'actualité et toujours, on va dire, indémodable, c'est qu'il y a une mécanique où l'on choisit une action et tous les autres joueurs vont profiter dans une moindre mesure de cette action. Ça paraît simple comme ça, mais c'est quelque chose d'assez révolutionnaire et c'est l'un des éléments qui explique que ce jeu, après autant d'années, marche toujours aussi bien, puisqu'il a plus d'une dizaine d'années, je pense. Donc Puerto Rico à la 20e place de Feu Philosophia, qui était une très grande maison d'édition. À la 19e position, nous avons un grand classique. Bon, comme on est dans les 20 meilleurs, là, hein, on va avoir forcément des jeux qui vous parlent, puisqu'ils ont marqué leur époque, ils sont toujours actualité. Et là, on va avoir un mastodonte. Il arrive, et c'est Seven Wonders. Un petit peu revisité esthétiquement. Voilà, c'est la dernière version, vous voyez marqué le jeu le plus primé au monde. Alors c'est le genre de jeu qui permet de démocratiser le jeu de société, qui à l'heure actuelle, en mai 2021, n'est toujours pas reconnu comme outil culturel. C'est assez invraisemblable, mais oui, pour les institutions, le jeu de société n'est pas un outil culturel, malgré le fait qu'il existe depuis 4000 ans, malgré le fait qu'il permet de faire du travail cognitif, qu'il est d'une grande stimulation intellectuelle, qu'on a une véritable œuvre de l'esprit avec des auteurs réputés, des gens qui font des choses très intelligentes. Voilà. Malgré toutes les qualités qu'ont le jeu de société, on n'a toujours pas le droit à cette reconnaissance culturelle, mais voilà, ça va venir. Et d'ailleurs, c'est une de mes missions, c'est d'aider à mon petit niveau, de montrer à quel point le jeu de société est important pour la culture et le développement. Voilà, petit aparté. En tout cas, pour Seven Wonders, c'est un jeu qui a démocratisé la notion de draft, qui est nous avons un paquet de cartes, on en choisit une, on fait passer le paquet à notre voisin. Et on pose en simultané notre carte. L'avantage, c'est qu'on peut y jouer à 7, sans rallonger la durée du jeu, et d'ailleurs les jeux à 7 c'est relativement rare. Donc c'est une pépite à plusieurs niveaux, sur sa simplicité, sur son côté démocratisant, sur sa mécanique de jeu, sur son esthétique. Donc le fait qu'il ait eu énormément de prix s'explique par tous ces critères-là. Et vous voyez, moi qui ai une certaine expérience du jeu de société, même si c'est un jeu très grand public, Seven Wonders, il est quand même à la 19e place de mon top 50, donc c'est à quel point ce jeu réunit et rassemble, quoi. Donc Seven Wonders, dans lequel vous allez donc construire un jeu de cartes qui va vous permettre de gagner des points en termes de technologie, qui va vous permettre de construire une merveille. Voilà, vous avez tout un tas de choses à faire. Je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet parce qu'évidemment beaucoup le connaissent, et c'est une bonne porte d'entrée dans le jeu de société moderne pour ceux qui ne l'auraient pas déjà. Donc Seven Wonders, magnifique, de Antoine Boza, qui nous a fait quelques pépites depuis toutes ces années, qui est en 19e position. En 18e, on a
un autre classique, qui est très démocratisant aussi, qui s'appelle Corridor, qui est un jeu abstrait, au même titre que Champ d'honneur, même si Champ d'honneur, on a quand même une part de hasard, ce qui normalement n'est pas le cas dans les jeux abstraits, mais je le classe quand même dans la catégorie des jeux abstraits. Donc on a Champ d'honneur, donc Corridor, Onitama, on en a beaucoup, j'aime beaucoup ce genre-là, qui est très sympa, qui fait la part belle à la stratégie. Et Corridor, non seulement il est intéressant tactiquement, mais en plus il est vraiment démocratisant parce qu'il est très facile d'accès. Même un enfant de 6-7 ans peut commencer à y jouer sans aucun problème, puisque l'idée du jeu est, nous avons une surface sur laquelle nous devons faire traverser notre pion, et à chaque tour nous allons soit faire progresser notre pion, soit mettre une de nos petites barrières pour faire perdre du temps à l'adversaire, sachant que nous partageons une surface commune, et quand on met une petite barrière, ça peut aussi nous handicaper. Sachant que l'idée, c'est de créer des pièges en laissant progresser l'adversaire d'un côté et en l'obligeant à rebrousser chemin quand on lui bouche un chemin. Et ce qui est sympa, c'est dans ce jeu, c'est qu'on a des fois le sentiment d'avoir réussi à gagner forcément ou à perdre, et en fait il y a des revirements de situation qui rendent ce jeu également indémodable. Donc pour faire découvrir à des enfants notamment le jeu abstrait, c'est une très bonne porte d'entrée, et c'est un jeu même entre joueurs experts qui est vraiment absolument génialissime. Voilà, Corridor à la 18e position. En 17e position, Lewis et Clark, qui est revenu il n'y a pas très longtemps en rayon. Ça, c'était un grand plaisir pour moi. Lewis et Clark, c'est un jeu de poste d'ouvrier. En fait, les jeux de poste d'ouvrier, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre-là? Alors là, je sais pas si on voit le plateau en tout petit, c'est dommage. Donc en fait, les postes d'ouvriers, c'est qu'on a des petits pions qui représentent des bonhommes, et on va les placer sur différents emplacements qui vont déclencher une action. Et en fait, ça vous oblige à prioriser parce que chaque action est en quantité limitée, et si vous vous placez généralement en premier, et bien en fait les autres ne peuvent pas faire l'action. Et en fait, ce jeu, je l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il y a le côté poste d'ouvrier, mais c'est un jeu de course. En fait, il faut être le premier à traverser les États-Unis avec ce côté historique, puisque tous les personnages que l'on retrouve dans le jeu, ce sont des personnages qui ont réellement existé. Donc il y a un côté culture au niveau de cette période fondatrice des États-Unis avec Lewis et Clark. Et en plus, on a une mécanique qui est vraiment génialissime, où en fait on va jouer nos cartes personnages de différentes façons. On va les jouer soit pour booster une action, soit pour jouer le pouvoir d'un personnage spécial. Donc il y a différentes façons de jouer les cartes, et je trouve ça vraiment super ingénieux. Donc c'est une course-poursuite avec des mécaniques qui sont vraiment super intéressantes et portées par des illustrations magnifiques de l'expérimenté Vincent Dutré, quoi. Très très grand jeu, très beau jeu. Ensuite, nous avons en 16e position, on reste dans les splendides jeux. En 16e, nous avons Dice Forge. Alors, il faut savoir que moi, j'adore les jeux de gestion couplés aux dés. C'est pour ça que dans le top, vous retrouvez de temps en temps des jeux où on retrouve ces deux éléments-là, et des dés et de la gestion. Et Dice Forge, on est dans cette dynamique-là, avec des dés que l'on va, de manière très originale, constituer. Donc en fait, les dés, on va les créer soi-même. On va acheter en fait des faces de dés qui vont nous permettre d'augmenter la récurrence de certains symboles pour récolter des ressources, acheter des cartes et gagner des points de victoire. Le jeu est porté par un univers splendide que Libellude développe d'un jeu à l'autre, avec une touche graphique qui est vraiment super plaisante. On retrouve des fois des créatures d'un jeu à l'autre, comme dans Seasons par exemple. Seasons, il y avait des créatures que l'on retrouve là, et le jeu est vraiment agréable. On lance des dés, on essaye de changer correctement les phases de ses dés en fonction des stratégies, on achète des cartes créatures, on essaye un peu de comboter. C'est vraiment super agréable, c'est pas complexe, et on a même eu le droit à une extension avec 2 nouveaux modules qui augmentent la rejouabilité.
Et c'est vraiment super plaisant de se replonger dans cette pépite. Et c'est un petit peu cet ovni, puisque des jeux de création de dés, à part Diceforge, j'en ai pas connaissance. D'ailleurs, ça a été une grosse contrainte technique, hein. Le développement de ce jeu, ça a mis plusieurs années avant de voir le jour. Alors, on va passer maintenant à une toute petite boîte. Mr. Jack Pocket, en fait, qui est le petit frère de Mr. Jack, qui est un jeu, en fait, un petit peu de déduction, de placement, où on incarne soit l'équipe de Sherlock Holmes, soit Mr. Jack. Et en fait, Bruno Cathala a réussi véritablement, à dupliquer sa mécanique de jeu grâce à un petit matériel. Alors je vais vous montrer quelques tuiles. Hop. Donc en fait, on va constituer le quartier de Whitechapel avec des petites tuiles. Voilà, d'un côté on a un alibi et de l'autre, hop, innocenté, on ne le voit plus. Et en fait, on va déplacer nos personnages autour du quartier, et en fonction de si nos personnages voient des alibis ou pas, on va pouvoir éliminer certaines hypothèses. Et le but, c'est en 8 tours de réussir à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul alibi pour découvrir qui est Mr. Jack, ou au contraire réussir à ce qu'il y en ait plusieurs quand on joue Mr. Jack pour rester anonyme, quoi. Donc c'est vraiment hyper ingénieux, et d'avoir réussi à dupliquer un système de jeu qui était à la base sur un plateau avec un système avec peu de matériel, c'est super, franchement bravo Bruno Cathala. Et d'ailleurs vous voyez que je préfère celui-ci à son grand frère. Mr. Jack Pocket, indispensable. En petit jeu en tout cas. En 14e position, nous avons For Sale. Alors pour moi, For Sale, c'est le meilleur jeu d'enchères. Alors vous pouvez regarder les autres vidéos, hein. Après celle-ci, vous ne verrez pas d'autres jeux d'enchères, donc je vous assure, c'est vraiment celui que je préfère, For Sale. En fait, dans ce jeu-là, c'est un jeu qui est en plusieurs phases. Alors il est sympa parce que les illustrations sont super jolies. On va dans un premier temps acheter des maisons avec un système d'enchères qui ont des valeurs allant de 1 à 30. Et celui qui fera la meilleure enchère sur plusieurs tours gagnera sur un tour la carte de plus forte valeur, mais devra payer toute son enchère, alors que les autres qui se sont couchés avant, ils devront payer la moitié. Donc tout le jeu, c'est d'essayer de faire payer le maximum les autres joueurs pour des cartes qui n'ont pas forcément les valeurs les plus fortes. Et une fois qu'on aura joué entre 5 à 7 tours, et qu'on aura acheté tous entre 5 et 7 maisons, on va passer sur une deuxième phase, où on va vendre nos maisons pour gagner de 0 à 15 000 $. Et en fait, on va devoir jouer nos cartes au bon moment, puisqu'on va mettre nos cartes face cachée, on les révèle tous en même temps, et celui qui a joué la plus grosse carte remporte le chèque de la plus grande valeur, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un côté d'opportuniste, un peu de prévision, il y a le côté vraiment faire surenchérir, il y a tout un tas de petits leviers, et c'est super agréable comme jeu, et ça marche même très bien à 3 d'ailleurs. J'y ai beaucoup joué à 3 d'ailleurs, donc même si c'est un jeu d'enchères, For Sale, c'est vraiment super, et le graphisme est top, quoi. Vraiment, c'est un grand jeu de Stéphane Dora. C'est une nouvelle édition, hein, parce qu'il existe depuis très longtemps, et c'est bien que Yellow l'ait ressorti. Ensuite, nous avons en 13e position Abyss. Alors Abyss, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu aussi. Vous avez remarqué quand même, hein, que les beaux objets, hein, ça me parle. Bon, bien sûr, il faut que le jeu soit bon, hein, faut pas que ça soit juste purement esthétique, hein. Mais en tout cas, voilà, encore un Bruno Cathala. Donc Abyss, c'est vraiment un jeu génial. On va faire des collections. Alors faut que je vous montre un peu de matériel parce que c'est vraiment tellement beau. Donc en fait, on a des petites perles. Donc on va en fait acheter des cartes alliées. Avec les cartes alliées, on va pouvoir acheter des seigneurs. Avec les seigneurs, on va acheter des lieux qui vont nous rapporter des points de victoire. Donc il y a tout un tas de choses. On va se combattre contre des créatures. Il y a un côté un peu stop ou encore, puisqu'à chaque tour on va mettre des alliés au fur et à mesure jusqu'à qu'on veuille l'acheter. On va proposer aux autres d'acheter les cartes alliées. Enfin, il y a tout un tas de petits mécanismes. C'est vraiment pas compliqué et c'est super plaisant et c'est tellement beau, quoi. Les cartes seigneurs, elles sont magnifiques.
C'est vraiment un très très grand jeu, et j'ai toujours énormément de plaisir à y rejouer. D'ailleurs, je vais essayer de vous trouver quelques cartes, puisque c'est réparti sur 2 boîtes. Hop, voilà, je vais vous montrer les cartes. Je vais vous montrer les cartes que j'ai slivées, puisqu'on a la chance d'avoir les sleeves. Toc. Hop, voilà, je vous montre juste un petit instant, histoire que je sorte. Voilà, les cartes avec les sleeves. Ça mérite quand même d'aller jusqu'au bout de la collection avec ce jeu. Vous voyez les seigneurs comme ils sont chouettes. Et en fait, vous voyez, pour les seigneurs, en fait, faut qu'on achète les seigneurs. Là, vous voyez, on a un chiffre et un nombre. On a deux petits ronds. Ça veut dire qu'il faut qu'on achète, avec des cartes alliées, qu'on ait de 2 types d'alliés différents et qu'on dépense 8 points. 8 points d'alliés. Voilà, je vais pas vous expliquer le jeu, hein. Mais en gros, et vous voyez là, on a une clé. Dès qu'on a 3 clés, on peut acheter un lieu comme ce que je vous ai montré précédemment. Les grandes cartes. Voilà, c'est tellement beau. Et à 2, franchement, je trouve, hein, personnellement, qu'à 2, c'est là où ça fonctionne le mieux. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce côté course contre la montre, parce qu'en fait, il faut être le premier à réunir 7 seigneurs, je crois. Vraiment, il y a un côté course-poursuite qui se passe entre les 2 joueurs qui est vraiment sympa. Là, je vous montre juste quelques alliés. Hop, voilà, c'est ça un allié en fait, qui sont de différents peuples, toujours avec les sleeves. Voilà pour Abyss. Tout cas, celui-là je vais le mettre de côté parce que j'ai un peu sorti de partout. Tac. Et Abyss, on est à la 13e place. Ensuite, 12e. Oh là là. Et ben on va être encore sur un jeu abstrait. Je crois que je vous en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Hive. Oh là là, c'est magique ça. Si vous aimez bien les échecs mais que vous voulez changer un peu, bah Hive c'est le jeu à posséder. Donc en fait, vous voyez, le but c'est en fait emprisonner la reine adverse et on va créer un amalgame d'insectes et chaque insecte a sa capacité spéciale. Un qui va imiter une autre créature, l'araignée qui va se déplacer de 3 crans, la coccinelle qui va se déplacer sur les autres puis qui va s'en aller. On a l'espèce de coléoptère en fait qui va coincer les autres. On a la sauterelle qui saute par-dessus les autres troupes. Voilà, bref, il faut réussir à jouer, à coordonner ces troupes de façon à pouvoir coincer la reine adverse. C'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est vraiment un très très bon jeu abstrait. Beaucoup de réflexion, et c'est pareil, c'est le genre de jeu où on se dit mais non, mais là je suis foutu. Et non, et en réfléchissant bien, on trouve des issues et on réussit parfois à contrecarrer les plans de l'adversaire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de matos. C'est un jeu, j'ai eu beaucoup de difficultés à le retrouver parce que c'est un jeu anglais en fait au niveau distribution, mais je suis content de le réavoir dans ma boutique. Voilà pour le 12e, et on va finir par le 11e, par aussi un méga grand classique, qui est Les Aventures du Rail. D'ailleurs, on va bientôt avoir une version collector pour les 15 ans. Je vous invite à l'acquérir parce que ça va être une boîte exceptionnelle avec un tapis immense, avec des boîtes métal, avec des trains finement ouvragés. Ça va être le top, quoi. Aventurier du Rail, vous voyez, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on peut se laisser porter par le jeu, jouer tranquille, faire ses petites destinations, mettre ses trains, prendre ses cartes, ou on peut jouer très tactique en se disant ah ben ce joueur-là, il a commencé à entamer, il met des trains ici, il va sans doute essayer de rejoindre cette ville-là, donc je vais le contrer, je vais faire ça. Et les 2 types de joueurs, optimisateurs ou dilettantes, ils peuvent jouer à ce jeu avec beaucoup de plaisir. Et voilà, ce jeu grand public, c'est toujours un plaisir d'y revenir. Il est joli, il est simple, il est original, franchement, Les Aventuriers du Rail, c'est une belle licence, et il est à la porte de mon top 10. Voilà, après toutes ces années, il est toujours présent. Voilà. Bah écoutez, on a fait on a vu de mon top de la 20e à la 11e place, alors je vais juste résumer, hein. Donc en 20e place, on avait Puerto Rico. En 19e position, Seven Wonders. En 18e, Corridor. En 17e, Lewis et Clark. En 16e, Dice Forge. En 15e, Mr. Jack Pocket. En 14e, For Sale. En 13e, Abyss.
en 12e Hive et en 11e les Aventuriers du Rail. Voilà. Donc déjà, ça fait partie de mon top 1. Donc vous savez que à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous me proposez un de ces jeux, j'y joue direct, hein. Je vous le dis. Voilà, bon en tout cas, si vous voulez jouer, essayer ces jeux dans mon espace ludothèque, dans ma boutique à la peine sur Yvonne, ben, c'est avec grand plaisir et quand vous voulez. Si vous voulez acheter ces jeux-là également sur monludicaire.com où je joue, je partage est présent, pour ceux qui ne sont pas près de ma boutique, n'hésitez pas, voilà, ça aidera à faire vivre la boutique et vous contribuerez à continuer mon combat pour la démocratisation du jeu et la reconnaissance culturelle de ce magnifique hobby. Voilà, en tout cas je vous souhaite bon jeu, amusez-vous, passez du bon temps en famille, partagez. C'est le plus important. À bientôt!